Une planète enneigée, un laboratoire spatial, de la carbonite et le projet Genesis, deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films, épisode 25. Madame Pauline n'est pas la femme de Ben Archat et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Ici on parle de deux films qui nous plaisent, on les compare, on les décortique pour trouver des points communs et des points de divergence. Et puis on fait des digressions pour parler de tout et de rien en lien avec ces films, en lien avec le cinéma. Et si le podcast vous plaît bien évidemment, vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur votre plateforme de streaming préférée, et même nous suivre sur notre compte Instagram, Rien à voir les films. Aujourd'hui, on continue donc ce qu'on avait commencé la semaine dernière, à savoir de parler de Star Wars et de Star Trek, en comparant leurs deux suites. Et pour parler de tout ça, on est avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. Et avec Laurent. Bonjour tout le monde. Et donc, cette fois-ci, on peut directement commencer dans le vif du sujet. Benjamin, de quoi parle l'Empire contre-attaque ? On se situe quelques temps après l'épisode 4, donc l'Alliance rebelle est en proie à l'Empire, la situation est critique. Et Luke a une vision d'Obi-Wan qui lui dit d'aller retrouver Yoda, son maître Jedi, le maître qui lui a tout appris. Bon, c'est un putain d'ingrat parce qu'en vrai c'est Qui-Gon, mais bon. Luke va retrouver Yoda sur Dagobah et apprendre les voies, les rites de qu'est-ce que c'est être un Jedi. Et en parallèle, Luke, Leia, Chewbacca, C-3PO et R2-D2 vont sur Bespin, la cité des nuages, parce qu'ils ont besoin d'échapper à l'Empire. Ils sont pourchassés par Dark Vador et les forces de l'Empire. Et ils vont trouver refuge donc chez Lando Calrissian, qui est un vieil ami d'Indiana Jones. Sauf que ça va mal tourner. Spoiler, un film qui a 40 ans. Et Luke, en parallèle, va se rendre compte que ses amis sont en proie à un danger, il va le sentir. Et va, malgré l'interdiction de Yoda d'arrêter son entraînement et de partir, va tenter d'arrêter l'Empire, de combattre Vador et découvrir une sombre vérité. Je me demande laquelle. Attention, spoiler. Qu'est-ce qu'il peut bien découvrir avec Dark Vador ? Super. Et donc, Star Trek 2, la colère de Khan, de quoi ça parle ? God Insupportable. Oui. L'amiral James T. Kirk est maintenant instructeur à l'Académie de Starfleet. L'Enterprise est un vaisseau de formation. Envoyé sur une mission de routine avec un équipage composé de cadets, l'Enterprise est prise en embuscade par Khan, un tyran criminel laissé pour mort il y a fort longtemps par Kirk. Khan dérobe un outil de terraformation, le projet Genesis, dont on va parler plus tard, capable de créer la vie mais aussi de la détruire. Kirk contre-attaque dans une nébuleuse qui handicape l'Enterprise et le vaisseau de Khan pour combattre à armes égales. Pendant la bataille, Khan active le projet Genesis pour tuer tout le monde et Spock se sacrifie pour réactiver le moteur supraluminique de l'Enterprise à temps pour lui permettre de fuir la nébuleuse qui explose avec Khan et son vaisseau. Les restes de la nébuleuse se reforment en une planète habitable. Kirk trouve Spock mourant de l'irradiation du moteur de l'Enterprise. La dépouille de Spock est éjectée vers la nouvelle planète où la vie commence déjà à évoluer. Déjà, on a deux pitchs qui se ressemblent pas du tout. En vrai. Oui, pour le coup, ouais. Pour faire un lien avec la conclusion du dernier épisode, où on expliquait que Star Wars n'était pas vraiment de la science-fiction et que Star Trek l'était vraiment, ça continue. Dans cet épisode, on a vraiment une continuité, forcément, des sagas. On a tout ce projet scientifique Genesis où l'idée c'est vraiment de créer de la vie à partir de rien, concept de science-fiction absolu, pur. Et Star Wars, c'est la continuité de l'histoire, c'est des pam-pam boum-boum et des retournements de situation, des combats chevaleresques, et des entraînements de la méditation très spirituelle, très fantastique. Des histoires d'amour. Entre frères et sœurs. Ça, on le sait pas encore. Donc voilà, ça reste dans cette continuité. Pour autant, ça reste deux sagas qui sont tout le temps comparées. Donc on va continuer de les comparer, puisque le but de ces deux sagas, on a le premier film qui a lancé le concept. Maintenant, il faut le continuer. Comment on s'y prend ? Dans Star Trek 2, on le continue pas. Star Trek 2 n'est pas la suite de Star Trek 1. Enfin, c'est une suite parce que ça se passe après, mais il n'y a pas de continuité par rapport aux événements du premier film. On repart sur une nouvelle histoire qui, pour le coup, elle se suivra dans les épisodes 3, 4, et puis même jusqu'à 5 et 6, de toute façon. Et Star Wars, c'est la suite directe de l'épisode 4, quelques années après.
après la destruction de l'Étoile Noire, les rebelles, ils ont une nouvelle base, ils se font attaquer, contre-attaquer Pour chasser à travers la chasser galaxie. à travers la galaxie. Donc vous l'avez tous les deux dit, par contre, il y a des scènes d'entraînement. Ça, c'est pas forcément le cœur du film, mais c'est quand même assez important. C'est le point de départ de Star Trek 2, La colère de Khan. C'est cet entraînement où on va faire passer à Saavik, un nouveau personnage, qui est une Vulcaine croisée romulien. Romulienne, ouais, c'est ça. On va lui faire passer le test du Kobayashi Maru. Quelqu'un peut expliquer ce que c'est le test du Kobayashi Maru ? Alors, c'est une simulation de bataille spatiale, Ouais. comme il y en a tant d'autres dans l'Académie de Starfleet. Mais celle-ci a la particularité d'offrir un scénario qui n'est pas exactement... qui n'offre pas de situation de victoire, possible en tout cas, dans des conditions normales de simulation. Et c'est un test particulier parce qu'il est destiné à évaluer le personnage plutôt que les compétences stratégiques. Eh oui, Du commandant. c'est intéressant, c'est un test où on est obligé d'échouer, Oui. quoi qu'il arrive, et auquel Kirk a quand même réussi à gagner, à triompher en trichant. C'est ce qu'on apprend dans l'épisode. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit parce que dans l'épisode, dans le 11e film, dans Star Trek 2009, on voit Kirk à l'académie en train de passer le test du Kobayashi Maru et en train de tricher du coup pour réussir. Donc c'est assez intéressant. Et c'est un petit peu ce qui se passe, la même chose dans Star Wars aussi, puisque Luke part en entraînement avec Yoda sur Dagobah, et lui aussi va devoir se confronter à l'échec. L'échec de ne pas réussir à soulever son vaisseau. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, mais fais-le quoi. Et il n'y arrive pas. J'allais dire essai, mais non. Et surtout qu'il interrompt lui-même son entraînement parce qu'il sent que que Leia, Han Solo et Chewbacca sont en danger. Et Yoda le prévient qu'il doit finir son entraînement ou il ne sera pas en mesure de vaincre Vador. Bien sûr. Ce qui arrive. Ce qui arrive. Voilà. En plus, il perd une main. Et C'est con. Et surtout, le plus gros échec dans cet entraînement, c'est quand il doit se rendre dans la caverne irradiée du côté obscur, et où Yoda lui dit n'y va pas avec ton sabre laser, vas-y comme ça. Et Tu n'en as pas besoin. Et finalement, il y va. Et c'est un échec cuisant pour lui. Donc les deux doivent quand même se confronter à l'échec dans deux tests différents. Un où Luke, il a la possibilité de réussir, s'il met toute son âme. L'autre, c'est quoi qu'il arrive... inévitable. L'échec est une thématique importante, et là où les deux films se rejoignent un peu, c'est que les deux sont une suite plus sombre. Oui. Et souvent, même l'Empire contre-attaque est devenu une référence, ou souvent dans les trilogies, où le deuxième épisode est plus sombre, on compare souvent à l'Empire contre-attaque. Après, si on prend une trilogie de films comme un modèle de scénario, c'est-à-dire avec premier acte, deuxième acte, troisième acte. Généralement, c'est dans le deuxième acte où les péripéties, où le personnage est au plus bas, avant de triompher au climax. Et du coup, les trilogies ont pris ce spectre-là. Et souvent, voilà, on fait référence à l'Empire contre-attaque parce que c'est une des meilleures suites de l'histoire et une des plus célèbres. Et notamment, elle ne se finit pas bien. Oui, ça c'est un truc, c'est forcément un point commun entre les deux films pour le coup. C'est que la fin est un peu douce amère. Oui. Notamment avec la mort d'un personnage secondaire. On l'a spoilé dans le résumé. Effectivement, Spock se sacrifie. C'est pas un énorme spoiler, c'est quelque chose qui est assez connu, mais dans tous les cas, c'est pas... Est-ce qu'on peut parler de Spockler ? Spockler. Spoiler. De spoiler. C'est pas quelque chose qui empêche d'apprécier le film outre mesure, mais c'est vrai que Spock, pour que le vaisseau puisse repartir et échapper à la construction de cette nouvelle planète qui est en train de se créer quand même, il faut remettre le vaisseau en marche et il faut aller dans le cœur du réacteur. Et Spock y va. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a cette réplique connue qui est donc le Khan, où Kirk se met à crier Khan et Spock meurt. Et dans Star Trek Into Darkness, c'est l'inverse. C'est Spock qui a la réplique du Khan et c'est Kirk qui se sacrifie dans le cœur du réacteur. Je t'ai spoilé alors que tu l'as pas vu. Ouais, alors que je comptais le voir en plus, parce que tu m'as dit que c'était le meilleur. Mais ça n'empêche pas. Mais effectivement, c'est un parallèle forcément avec le deuxième film, Oui, avec l'histoire de Khan. Et donc, dans Star Wars, on a ce personnage de Han Solo, le fameux, qui se fait congeler dans la carbonite. Et l'enjeu du troisième film de ces sagas va être de récupérer ce personnage
décédé, Ou disparu. ou disparu. Après, Han Solo, son destin n'était pas sûr Ouais. lors de l'Empire contre-attaque, parce qu'Harrison Ford, c'est connu qu'il n'aime pas le personnage de Han Solo comparé à, par exemple, Indiana Jones, et que du coup, s'il était resté mort pour le 3e film, Harrison Ford, ça lui allait très bien. Ouais. Mais non, ils l'ont fait revenir dans le Retour du Jedi. Oui, Fallait vendre des figurines. à l'origine, il voulait effectivement Ouais. faire mourir Han Solo dans l'épisode 5, exactement comme Spock, qui était plus intéressé, enfin l'acteur Leonard Nimoy, qui était plus intéressé par lancer concrètement sa carrière théâtrale Mhm. à l'époque. Lui, il a signé sur... À l'époque. Lui, il a signé sur La colère de Khan parce que justement, il y avait sa mort dans Oui. le script, donc qu'il allait lui permettre de passer à autre chose. Et c'est apparemment dans la salle de cinéma à la première du film qu'il a vu que le cercueil n'était, enfin, qu'on voyait le cercueil avec voilà une espèce d'attente dans le travail de la caméra. Sur la planète Genesis qui est censée pouvoir créer la vie. Voilà, exactement. Et là, il s'est dit, je vais recevoir un appel de la Paramount bientôt. C'est le truc, il s'est dit merde. Oui, c'est ça. Alors c'est surtout qu'il a re-signé pour le 3e film et le 4e film parce que c'est lui qui les a réalisés surtout. Ah ouais, Et oui, d'accord. c'est Leonard Nimoy qui réalise les 3 et 4. Ok. William Shatner étant jaloux, c'est lui qui réalisera le 5 qui est réputé comme étant le plus mauvais de la saga. Ce qui est vrai. Je veux dire, c'est bon, William Shatner, c'est déjà la tête de Michael Myers. C'est vrai. Il pourrait mettre ça de côté. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, le visage, enfin le masque de Michael Myers dans Halloween, c'est un masque à la base qui est censé représenter William Shatner. Michael Myers dans Halloween et Nicolas Meyer dans Star Trek 2, le réalisateur de Star Trek 2, qui réalisera donc le 6e et dernier film avec l'équipage original de la série télé. En parlant de la série télé, l'antagoniste de ce film est quand même assez particulier. Il s'agit de Khan, qui est donc un personnage qui apparaissait dans la série originale Star Trek. Il apparaît dans un épisode, c'est un des rares personnages en fait qui a été exilé, qui n'a pas été tué ou résolu complètement. C'est le seul épisode qui est resté un petit peu ouvert. Donc, on en profite pour le faire revenir dans ce film avec son équipage et ses acolytes. Et leur super permanente. Oui, dans l'équipage de Cannes, il y a une certaine énergie qui se... Il y a une DA. Voilà, Oui, c'est ça. Et en fait, beaucoup d'acteurs de cette cohorte des compagnons de Cannes qui étaient des Chip and Dales à l'époque, qui avaient été recrutés pour jouer sur le film. Ils font penser un peu à l'équipage de Cannes, à un groupe que tu verrais dans les Mad Max avec Mel Gibson. Tu vois. Oui, vachement. Ouais. Bah, y a vachement cette atmosphère aussi pseudo-homo-érotique dans les Mad Max 2 par exemple. Enfin, t'as les gens avec des strings en cuir et tout ça. C'est vrai. Et donc Khan, il est plus intelligent que tout le monde, il est plus fort que tout le monde, il est animé par une soif de vie incroyable, un peu comme Dark Vador, du coup, qui, pareil, apparaît comme plus intelligent, plus fort que tout le monde, animé par une soif de vie aussi, parce que c'est le premier film où on le voit un petit peu sans son casque, où on devine un petit peu le chewing-gum qui se cache derrière. Mais ce qui est marquant pour le coup dans ce film, c'est que Vador a beau être le mal incarné, a priori il n'y a pas pire que lui, il y a pire que lui. À partir de ce film, on découvre l'empereur, on découvre son visage un peu dissimulé derrière un holo, et c'est assez marquant parce qu'on se dit, merde. C'est plus profond. Il y a encore plus fort que lui, alors que dans l'épisode 4, il était montré comme... Après, il l'évoque l'empereur dans l'épisode 4. Oui, il l'évoque, est mentionné une fois. Mais on sait pas vraiment qui il est, et là, c'est ça. genre... Vador qui ne plie devant personne, il s'incline devant l'empereur. Exactement, ouais. C'est super puissant. On croyait avoir vaincu le mal absolu en Tarkin, Peter Cushing, le chef de l'étoile de la mort, et puis en fait, non, c'est plus profond que ça. Juste petite parenthèse sur Tarkin, on va pas trop parler dans l'épisode 4, parce qu'en soi il est assez anecdotique, même s'il est très charismatique. J'aime bien le fait que dans Rogue One on découvre que le vrai architecte dans le Nord, c'est Krennic, et qu'en fait Tarkin s'est tout approprié comme la petite pute qu'il est. C'est ça. Et surtout qu'on voit la fin du film où il répète sa phrase "You may fire when ready", et que t'as l'impression qu'il vise vraiment Krennic lui-même. Non, c'est moi qui l'ai fait. Et j'aime bien. Pourquoi ce film s'appelle La colère de Khan ? Parce qu'il est en colère, du coup tu l'as dit. Et il est en colère. Il est pas content. Il a été trahi Parce et qu'il il se dit je vais me venger, mais on peut pas dire la vengeance de Khan parce que ça ressemble trop au retour du Jedi qui devait s'appeler Revenge of the Jedi.
Alors c'est exactement ça. Non. Juste alors c'est exactement ça en fait. Le film à la base devait s'appeler La Vengeance de Khan et il sortait en 82. Ouais. Ah, Mais en 83 sortait la saga de l'opposition, La qui s'appelait conclusion en plus. la conclusion en plus de cette trilogie qui s'appelait Star Wars, la vengeance du Jedi, qui au final s'est appelé le retour du Jedi parce qu'un Jedi ne se venge pas et oui, qui, ça fait bizarre. qui en plus est plus cohérent puisque ça parle du retour de Vador en tant que Jedi. Mm. Et du coup ils ont changé le titre du film pour rien. Voilà. Donc ça s'appelle La colère de Khan, Mais ce qui est un peu... The Wrath of Khan. Ce qui est en plus anglais. original, je Wrath, trouve, ouais. que juste la vengeance de machin. Oui, c'est chouette. Enfin, ça fait un peu shakespearien, je trouve. Ouais. Wrath. C'est Ouais. un mot un peu ancien pour dire colère. Ouais. C'est pas the anger of Khan. Enfin, genre, Il est pas content. Angry. I am not happy. C'est comme Angry Birds, il aurait pu appeler The Wrath of the Birds. the birds. c'est ça. Dans ce film, en plus de la thématique de la vengeance, avec l'Empire qui contre-attaque, qui se venge, on a le thème de la trahison. Et là, c'est assez intéressant parce que pour le coup, Lando Calrissian sur Bespin, donc le chef de Bespin, L'administrateur. l'administrateur, il se fait manipuler par Vador, il se fait corrompre. Et en fait, de la plus simple des manières, c'est l'argent. Bah, il y a ça, et puis le fait que. Son business, il est illégal, et puis bon, on va un petit peu fermer les yeux. C'est ça. Si vous coopérez pas, en fait, on vous arrête, et puis. Mais ça, c'est un truc que Khan ne peut pas faire dans Star Trek, parce que l'argent n'existe plus, Non. puisque les gens vivent pour leur passion de leur Ouais. travail. Donc, quand il corrompt... C'est un truc de hippie, quoi. C'est une situation d'abondance. Je bosse à l'usine, mais parce que j'adore remettre des boîtes en canettes. J'adore les sardines. parce que quand Khan manipule Tchekhov et le fait se retourner contre Kirk, en fait, ça se passe autrement qu'avec de l'argent. Ça se passe par un petit verre qui lui fout dans l'oreille, une oreillette. Je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est... Il y a un équivalent là-dedans dans le guide du voyageur galactique, c'est le Babelfish. Bubblefish, qu'est-ce que c'est? Babelfish, Babel. c'est c'est une espèce de petit poisson qu'on met dans l'oreille et qui permet de traduire, enfin de parler toutes les langues en fait. Mm. Il absorbe les ondes sonores et il recrache des ondes mentales pour faire comprendre ce qui se dit autour de soi. Ok. C'est une parodie. Hein, Dans le reboot, ça sera le Duolingo Fish. C'est ça. Et du coup, pourquoi cette situation d'abondance existe dans Star Trek? C'est fou parce que c'est un truc qui n'est pas évoqué dans ces deux films, alors que c'est vraiment au cœur de Star Trek, de ce que c'est. Star Trek, c'est maintenant pour manger, pour se nourrir, on a le synthétiseur de nourriture. Tout simplement, on peut synthétiser de la nourriture artificielle et on a résolu le problème de la faim dans le monde. Et pareil pour se déplacer, maintenant on a des téléporteurs. Et on a encore un thème qui est abordé, c'est le thème de la paternité. La paternité. Parce que retournement de situation, Dark Vador est le père de Luke. Mais non. Et donc Vador veut convertir Luke au côté obscur de la Force. Luke ne veut pas. Parce qu'il est gentil. On a un personnage de David qui est un scientifique, qui est le fils de Kirk dans Star Trek. Et je suis même pas sûr qu'il revienne dans les autres films, je crois qu'on l'aborde que dans celui-ci. Mais qui, pour le coup, à l'inverse de Luke et Vador, prend son père en modèle. Voilà. Parce que lui aussi veut devenir amiral de vaisseau. C'est plus noble que maniaque, fou furieux du côté Voilà, obscur. c'est ça. Mais ouais. On a la situation inverse dans les deux films de la révélation qu'un personnage est le fils d'un autre. Dans les deux films, on a une confrontation assez directe, voire intime, entre les deux, entre le protagoniste et l'antagoniste, entre Kirk et Khan et entre Luke et Vador. Mais en fait, là où dans Star Wars, c'est une confrontation vraiment physique, armée, au sabre laser à la main, dans Star Trek, ils sont dans des vaisseaux séparés. Exactement. Ils se font la guerre, ils se croisent jamais physiquement. C'est vrai que Khan et Kirk ne se rencontrent jamais. C'est ça. Et en fait, les deux acteurs n'ont jamais été présents 2 jours, enfin le même jour, n'ont Sur jamais le été tournage. présents les deux sur le tournage en Ok. même temps. Donc ils se sont jamais croisés sur le tournage du film. Mais ça, c'est un peu comme pour Scream, où la voix de Ghostface, donc Roger R. Jackson, qui avait vraiment les acteurs au téléphone lors des tournages des scènes. Il n'a jamais croisé, même au bout de 4 films, donc Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox. Et il y a un peu ce même délire-là. Et la raison Quand pour tu juste ça, la vois. dans le cas de Star Trek, c'est parce que Ricardo Montalban, en fait, il tournait plein d'autres films à ce moment-là, dont D'accord. l'île au trésor ou alors l'île mystérieuse, je sais plus. Et d'ailleurs, il a eu un peu de mal à retrouver le personnage de Khan, apparemment, parce qu'il était en plein dans d'autres projets et apparemment, il s'est rematé plein de fois l'épisode où il apparaissait pour retrouver le personnage. C'est pas le seul acteur qui a eu du mal à rentrer dans le film.
parce qu'on parle de Star Wars 5, Mark Hamill, qui avait subi un grave accident de voiture avant le tournage. Et ça se voit un peu au début sur Hot, parce qu'il a un peu le visage refait. Bon, c'est normal, il avait eu un accident, donc il avait fallu un peu lui refaire le portrait. Surtout, c'est raccord avec le film, voilà, qui se fait capturer par le Wampa. Ils ont écrit cette scène justement pour justifier ça, quoi. Ouais. Il y a des scènes coupées où on le voit vraiment avec le visage couvert pour justifier que son visage change beaucoup. Au final, on le voit que dans l'espèce de cuve de liquide de guérison, là. Ouais, exactement. Je pensais pas que vous sauriez. J'ai pas osé dire Bacta pour pas faire trop kiff. Ok, on y va. Et parce qu'en fait, vous le verrez dans la version des Specialized, le Wampa, il a pas du tout. Il est beaucoup plus moche que ça en vrai. Il a été refait dans les versions parce que c'est un peu une créature qui a été improvisée pour pallier un accident qui est arrivé assez tard dans l'histoire de la pré-production du film. Et moi j'ai en tête 2-3 plans où on la voit très peu, la créature. En fait, le plan d'ensemble, on le voit vraiment. Quand on voit vraiment bien la créature, ça vient des séquences qui ont été retournées en 2004 pour les DVD. Et sur les quelques plans sur lesquels on le voit dans la version originale, en gros, on voit que c'est une espèce de carpette qui sert de peau. Et il y a des plis qui se forment dans la peau du monstre, mais qui ne font pas du tout penser à une créature, mais vraiment à... c'est un tapis qui pend et qui fait des plis, quoi. Parce qu'on le déplace comme ça. Okay. Vous guetterez. Là où c'était pire pour Mark Hamill, donc Luke Skywalker, c'est même pas pour le tournage de l'épisode 5, c'était pour le tournage du Holiday Special. Donc, l'espèce d'épisode... qui a été sorti entre le 4 et le 5, qui était un truc, c'était un peu nul, mais c'était pour la télé, voilà. Un des rares trucs où il y avait Luke, il y avait une séquence où il disait vas-y, machin, et tu le vois à sa gueule qu'ils l'ont sorti de l'hôpital, qu'ils l'ont recouvert de maquillage pour qu'il ait l'air à peu près humain, alors qu'en fait on dirait une statue du musée Grévin, quoi. On dirait c'est 3PO. C'est ça. Pour revenir sur la confrontation du film, ce combat entre l'Enterprise et, j'ai noté son nom, le Reliant. Ce combat entre l'Enterprise et le Reliant. Kirk arrive à vaincre Khan en étant plus malin que lui, en lui tendant des pièges, en se cachant un petit peu dans cette nébuleuse, en le piégeant tout simplement, en faisant preuve de patience. C'est un combat, une confrontation qui est complètement différente de la confrontation Luke-Vador dans l'épisode 5, puisque c'est un combat frontal, direct, même parfois un peu brouillon. Et perdu. Perdu d'avance, et surtout, en fait, Vador a un ascendant total sur Luke, vu que, il n'a pas fini son entraînement, Luke. Il joue avec lui comme un chat jouerait avec une souris. C'est ça. Il lui balance des caisses. Il lui balance à travers les fenêtres. C'est pour ça que c'est un combat un peu brouillon. C'est pas méchant, tu vois. C'est vraiment parce que Luke, il sait pas quoi faire. Il est en panique, quoi. Il est obligé de s'enfuir, quoi. C'est ça. Et encore, c'est s'enfuir en faisant un saut dans le vide où potentiellement il laisse la peau, quoi. Pour le coup, le combat de Star Trek ressemble plus à celui de l'épisode 6, qu'on aura du coup après, où Luke, justement, va jouer avec le décor, va se cacher de Vador pour le prendre en traître, pour l'attaquer plus facilement et prendre un meilleur ascendant. Une petite parenthèse, tout à l'heure, tu avais parlé qu'ils avaient refait le Wampa donc sur Hoth, la planète des neiges, là. Oui. L'empereur aussi, quand on le voit. Oui, à la base, c'était quelqu'un d'autre qui le jouait. D'ailleurs, c'était une femme, qui me semble, qui jouait l'empereur sur ce plan. Et ils avaient quelqu'un d'autre pour faire la voix. Oui. Et ensuite, ils ont refait avec Ian McDiarmid, donc l'acteur qui va le jouer dans l'épisode 6 et ensuite dans la prélogie, pour que ce soit plus raccord avec les épisodes d'après, quoi. C'est assez frappant de voir la différence entre l'empereur de l'épisode 5 et l'épisode 6. C'était un visage humain avec superposé par-dessus les yeux d'une guenon. C'était des yeux de singe. On dirait un peu Dr Doom dans les comics. Oui, c'est vrai. Avec, il est très émacié, il est moins menaçant que dans l'épisode 6. L'épisode 6, ils ont vraiment chopé quelque chose. Mais dans l'épisode 5, c'était encore un peu brouillon. C'était aussi embryonnaire que ne pouvait l'être l'épisode 4 par rapport à ce qu'était l'épisode 5. C'est ça, il y a toute une question de cohérence dans ces univers qui sont quand même assez vastes. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué de rester cohérent de film en film sur autant d'années, sur autant de trucs. Et pour le coup, Star Wars, il y a quand même assez peu d'incohérence. On peut en voir éventuellement dans le discours d'Obi-Wan
de l'épisode 4, mais c'est justifié après dans l'épisode 6 d'une certaine manière, je t'ai pas menti. D'un certain point de vue. D'un Voilà. certain point de vue. Pour le coup, il y a une énorme incohérence dans Star Trek 2, vu que, pour recontextualiser à ceux qui n'ont pas vu la série, qui est Khan, c'est Chekhov qui va s'en occuper, et qui va dire oui, on vous avait affronté, on vous avait exilé sur cette planète, et Khan va lui dire mais oui, je sais qui tu es, je n'oublie jamais un visage. Chekhov n'apparaît pas dans l'épisode original. Il n'était pas dans la série, il est arrivé plus tard dans la série, et dans cet épisode, il était juste pas du tout là. C'est un faux raccord. Est-ce qu'on s'en fout ? Oui. C'est pour pas vexer Khan, je me souviens de toi. Oui, d'accord, papy, d'accord. Pas de soucis. Allez, à la douche. Star Wars, pour le coup, règle ses soucis de cohérence a posteriori. Oui. Voilà, et puis arrive de toute façon à tout justifier. Il y a même des... je sais que un des trucs qui est fou quand on voit la solidité de l'univers étendu avant le rachat par Disney, par exemple, il y a un faux raccord sur le pantalon de Han Solo, où il a des stries sur son pantalon qui passent de rouge à jaune, ou l'inverse. Et du coup, il y a des gens qui ont écrit tout un livre, ou tout un passage, ou tout un comics sur... en fait, entre-temps, il a vécu une aventure de vaisseau où il a fait une course, et ça l'a fait passer d'un grade supplémentaire, ce qui fait que la couleur de son pantalon a changé. Ouais, c'est juste, il aurait pu se changer parce qu'il s'est renversé la sauce tomate, tu vois. Voilà, non, on aurait pu faire un livre sur ça aussi, mais... Ça aurait pu, Oh là mais là. voilà, c'est juste pour dire que même les micro-détails, les gens vont quand même chercher à créer de la cohérence dans tout ça, quoi. Oui, voilà, mais il y a une certaine tendance à traire le moindre détail possible. C'est comme il y a une petite incohérence de quand il dit 12 parsecs, il fait le Kessler dans 12 parsecs. Ça a donné un film. On va quand même pas chercher à expliquer. Si, on va expliquer. Oui, qu'en fait, non, mais en fait, il le dit comme si c'était une unité de temps alors que c'est une unité de distance. Mais si, mais en fait, c'est parce que c'est une course de distance. C'est ça. Ça consiste à trouver la route la plus courte dans un labyrinthe. Très bien. On a des films qui se finissent donc sur une fin douce amère, mais remplie d'espoir, en fait. Donc on l'a dit, Spock meurt, il est envoyé sur cette planète Genesis, où possiblement la planète elle-même va pouvoir recréer la vie, qui sera l'enjeu du 3e film. Dans Star Wars 5, le film se finit quand même sur un des plans les plus beaux de la saga, avec cette galaxie en fond, l'espoir qui est le message continu de la rébellion, et que même si on est au plus bas, parce que à la fin de l'épisode 5, qui se trouve au plus bas, il y a quand même de l'espoir, il y a tout un monde qui se trouve devant eux, un monde de possibilités qu'ils vont explorer dans le 6e film, bien sûr. D'ailleurs, en parlant d'univers étendu, en fait, il y a eu constamment des allers-retours sur cette dernière séquence, sur où est-ce qu'ils peuvent bien se situer. Parce qu'en fait, s'ils sont vraiment en bordure de la galaxie de Star Wars, ils sont allés vachement loin. Oui. Parce qu'ils sont vraiment super loin. Enfin, la galaxie, elle est dans le... Ah oui, il la voit en entier. Voilà, c'est ça. Ils peuvent... et donc, ça aurait pris en fait des mois et des mois de voyage, et pas juste les quelques heures pour aller se faire réparer la main. Est-ce que c'est une incohérence ? Oui. Est-ce qu'on s'en fout ? Et Oui, en fait, c'est ça a beau. été justifié. Oui, mais ça a été justifié autrement. C'est en fait la réponse maintenant, c'est que c'est une protoplanète. C'est-à-dire, c'est une étoile relativement jeune. Avant qu'il y ait des planètes autour, il y a un disque d'accrétion. Ah, Et donc c'est un système solaire naissant, d'accord. un petit peu comme. Donc c'est beaucoup plus petit. C'est pas une galaxie, c'est une étoile avec des poussières autour. Un peu comme peut l'être finalement la planète Genesis, qui est elle aussi en naissance à la fin de Star Trek 2. Et sur le Genesis Project, justement, ce projet scientifique de création de la vie, enfin de matière vivante à partir de matière inerte, c'est un crossover assez intéressant avec l'univers de production de Star Wars, parce que la séquence de présentation de qu'est-ce que c'est que l'outil Genesis par la scientifique, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, elle est en visio comme ça, et puis elle projette une vidéo qui est en image de synthèse en 82. C'était une séquence entièrement créée en image de synthèse sur la planète là. Oui, tout à fait. Oui. Et je voyais la fille en image de synthèse. et cette séquence en fait a été produite par The Graphics Group, qui est une sous-division de ILM, qui fait partie de l'univers Lucasfilm, donc créé par George Lucas, qui deviendra après The Graphics Group, qui deviendra plus tard Pixar, pour faire les différents films. C'était une des premières séquences vraiment entièrement, qui reposait entièrement sur l'image générée. Sachant que, faut quand même nuancer,
c'est une séquence assez courte, et dans la même année sort Tron, Oui. qui bénéficie énormément d'images Une image de générées, synthèse. oui, des images de synthèse, tout à Dont fait. on a parlé il y a peu Bien sûr. dans un épisode. Et sur cette fameuse séquence qui a été un vrai défi de production, on peut remarquer dans cette séquence, donc il y a au cours de la séquence des montagnes qui apparaissent. Il y a ce rayon qui frappe la planète et qui la recouvre. Ensuite, des montagnes qui sont érigées. Et ça, c'est donc une invention de l'époque. Enfin, c'était relativement nouveau. À ce moment-là, on n'arrivait pas à faire des environnements qui soient convaincants. Et en fait, à partir de fractales et de bruits générés, un des mecs de Graphics Group avait trouvé comment simuler des montagnes. Mais c'était pas complètement maîtrisé à ce moment-là. Si bien que sur le chemin de la caméra qui était prédéterminé, en fait, au cours des rendus, hein, les images étaient rendues une à une, au bout de plusieurs heures de calcul pour chaque image. Les ingénieurs de Graphics Group, les graphistes, se sont rendus compte avec horreur que montait peu à peu une montagne sur le chemin que la caméra allait prendre. Ah. Et donc il allait y avoir une collision et ça allait faire foirer toute la séquence. Et la solution qu'ils ont trouvée, vite fait, pour le temps que ça rende, ils avaient un petit peu le temps de remédier à ça, ils ont inséré des ravins dans les montagnes qui commençaient à apparaître pour que la caméra puisse passer dedans et ne pas collisionner la montagne et faire des problèmes de rendu. Et donc si vous regardez la séquence avec un petit peu d'attention, voire au ralenti, quelques images avant que ça ne collisionne une montagne, il y a d'un coup un ravin qui apparaît et la caméra passe dedans. Ça dure vraiment quelques images sur la séquence de 2 minutes, mais c'est d'abord on voit la montagne qui monte sans rien, et puis d'un coup il y a un trou qui apparaît et la caméra passe. Ok, c'est fou. Ça, c'était la solution de l'époque, parce que refaire la séquence en entier à cause de ce problème de trajectoire, ça aurait coûté énormément d'argent. Si on revient, tu parles d'argent par rapport au budget des films, autant Star Wars 5 a eu un plus gros budget que le premier, forcément, parce que ça a été un immense succès, autant Star Trek, la colère de Khan, n'a pas eu cette augmentation de budget. Au contraire, elle a été divisée par 2, voire par 3, et pourtant, il ressemble plus à un film que le premier. Alors, le premier, pourtant, avait été un énorme succès, même si assez critiqué. Mais c'est surtout qu'une grosse part du budget de Star Trek, c'était surtout pour Star Trek Phase 2, à la base. Donc le budget, il est... Pour la nouvelle série, donc. Voilà, donc pour la nouvelle série qu'ils étaient censés faire. Ce qui fait que le budget réel de ce qu'a coûté vraiment le film n'est pas forcément représentatif. Ce qui était surtout problématique sur le premier film, c'est qu'il y avait eu énormément d'allers-retours en fait, entre chacun. Gene Roddenberry qui voulait placer ses lignes de dialogue, Kirk, Spock, avec chacun leur ego, qui voulaient chacun avoir leur plan, leur machin et tout. Et ce qui fait que sur la production du deuxième film, surtout, Gene Roddenberry a été complètement écarté de la production. Il avait un rôle de consultant. Ouais. Oui, c'est drôle que dans un univers qui dépeint une telle utopie, on ait de telles histoires d'ego entre les différents acteurs principaux. Parce qu'on ne vit pas dans une utopie. Florent. C'est drôle d'ailleurs. J'ai regardé les deux à la suite et on remarque quand même qu'il y a des plans qui ont été réutilisés dans le deuxième par rapport au premier. Oui. C'est curieux. C'est fou, les plans sur le vaisseau extérieur. Parce qu'en fait, ils se re-rendent au même endroit, sur le même chantier. C'est exactement le même chantier naval. C'est le même plan quand tu rentres dans le... C'est tout pareil. Il y a aussi des plans sur les vaisseaux Klingons du début qui ont été réutilisés dans le film, il me semble. Aussi. Dans la simulation, Ouais, c'est ça. Mais ça peut être logique, tu vois, parce que ça peut être une simulation, c'est des prises de vue, tu vois. Ouais, on va dire ça. Voilà. Et aussi Jerry Goldsmith, qui avait été à la musique du Star Trek 1. Du film, qui a été remplacé par James Horner parce qu'il coûtait un petit peu moins cher. Il y a un truc sur les musiques, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'épisode précédent, mais la musique de Star Trek, le film, n'est pas la musique de Star Trek, la série, mais c'est la musique de Star Trek, la nouvelle génération, qui est la deuxième série qui est arrivée dans les années 90. C'est la musique du générique, bref. Et dans ce deuxième film, pour le coup, c'est le thème de la série originale qui est arrivé, qui est revenu, dans une version beaucoup plus orchestrale, et qui ressemble énormément à la bande originale de Star Wars.
Oui, je me suis fait la réflexion. Enfin, il y a des thèmes, on dirait le thème de Han et Leia, enfin, c'est vraiment Oui. la même musique. Pour le coup, on n'a pas forcément parlé de John Williams dans le dernier épisode, qui a composé les musiques incroyables de Un Nouvel Espoir et qui vient réinventer en plus de nouvelles musiques, notamment qui crée ce thème pour Dark Vador. Voilà, la marche impériale. Le fameux leitmotiv. Absolument incroyable. Le thème de Han et Leia, absolument incroyable. Enfin, voilà, toutes ces musiques absolument géniales qui sont beaucoup plus innovantes et qui surtout placent une nouvelle référence de ce que va être la musique de film à partir de maintenant. C'est maintenant, tu veux faire un film dans l'espace, il faut des musiques qui ressemblent à Star Wars, tu vois. Ce qui fait que Star Trek, qui a pu, à une certaine échelle, être une source d'inspiration pour Star Wars, à un moment donné, s'inspire maintenant de Star Wars. Oui, Star Trek, la série, si je ne m'abuse, c'était une bande-son qui était vachement électronique, un peu comme ce qu'on pouvait avoir dans Forbidden Planet, par exemple. Ouais. Alors que Star Wars, ils sont vraiment allés du côté romantique de l'orchestre, comme à l'opéra, quoi. Et l'inspiration Star Wars, apparemment, il y a eu un moment où il fallait décider entre, est-ce qu'on va au niveau de la musique, est-ce qu'on va vers la musique des séries B de science-fiction dont il y avait un tas dans les années 50, ou alors est-ce qu'on va dans des influences plus antérieures. Et dans le cas de Star Wars, John Williams est beaucoup allé puiser du côté de la suite des planètes de Gustav Holst, qui est une suite orchestrale du début du XXe, avec 7 morceaux avec des noms Mars, Vénus, Jupiter, tout ça. Un morceau par planète, et je recommande de l'écouter à tous les fans, parce que vous allez reconnaître pas des thèmes, mais des influences orchestrales de motifs plutôt musicaux, à l'intérieur de cette suite orchestrale. Dans les 2 films, Star Trek 1 et 2, il y a donc des personnages qui parlent vulcain entre eux. Spock avec sa cérémonie au tout début du film, et Spock et le commandant Savick, voilà, exactement. Le langage vulcain a été... en tout cas, ils ont inventé des phrases pour ces films-là. Et en fait, sur le tournage, ils parlaient anglais. Et donc, ils ont dû dépêcher un linguiste dans la salle de montage, ou en tout cas, au niveau de la post-production, pour inventer des mots qui allaient coller avec les mouvements de lèvres des personnages, des acteurs. Okay. Parce qu'ils l'avaient tourné en anglais, mais ils ont décidé après de changer le langage. Et oui, parce que le langage vulcain n'existait pas dans la série originale. Et est-ce que dans Star Wars, on a d'autres formes de langage, à part le Hutties pour Jabba le Hutt, mais c'est dans l'épisode 4. Il y a le droïde. Il y a le droïde sonde. Ouais. Oui, ou même, oui, non, il y a même R2D2, il parle. Ouais. Le Wookiee aussi. Oui, voilà. Après, il n'y a rien qui soit vraiment traduit. Il n'y a pas de langage aussi construit qu'il peut y avoir dans l'univers de Star Trek. Le Klingon, c'est vraiment une langue avec une grammaire, avec un vocabulaire. Voilà. Oui, c'est comme l'elfique dans le Seigneur des Anneaux. Exactement, voilà. C'est vraiment un concept plutôt SF, d'avoir un langage construit. Voilà, je veux dire, le Wookiee, il n'y a pas l'encyclopédie du Wookiee où tu apprends que le... C'est pas pareil que le... C'est pour ça. Même si Han Solo sait parler le Wookiee dans ce film affreux. Il le comprend en tout cas. Il le parle. Dans Solo, oui. Bon. ça compte pas. Il comprend l'anglais, Chewbacca, donc il n'y a pas de raison. Dans Star Wars, quand même, on a un alphabet qui existe, qui a été créé. Il me semble que dans l'épisode 4, il n'existait pas encore et qu'il a été rajouté après dans les éditions spéciales. Oui. Et pour le coup, il est entièrement basé sur l'anglais. C'est-à-dire que tu parles anglais, c'est juste des caractères que tu traduis. En fait, c'est une police d'écriture plus qu'un alphabet. Voilà. Okay. Ça s'appelle l'Aurebesh. Ah oui. Parce que le A, ça se traduit. Enfin, le nom du A, c'est quelque chose comme Auré quelque chose, et le B, ça s'appelle Bêche. Voilà. Donc Aurebesh, comme si tu disais j'écris en ABC. Super. Okay. Et en ce qui concerne le son et le redoublage, la plupart des scènes qui se passent sur le pont de l'Enterprise dans l'épisode 1, donc la grande salle de commande, avec la passerelle, ont dû être redoublées. Parce qu'en fait, pour matérialiser les écrans, les moniteurs qui diffusent toutes les informations relatives au vaisseau, et pas le visualiseur qui lui est composité, mais ce qui éclaire les officiers de pont ou de passerelle, en fait, ils utilisaient pour ça, ils n'avaient pas
on pouvait pas utiliser d'écran cathodique, ce qu'on avait à l'époque, parce que ça scintille en fait sur la pellicule. Et donc ce qu'ils faisaient pour ça, c'est qu'ils utilisaient des espèces de petits écrans avec des projecteurs 16 mm et une bande qui passait en boucle à l'intérieur. Et donc pour chaque moniteur, il y avait un projecteur et son dispositif de projection. Et le problème, c'est que ça faisait un son de malade. Ça faisait du bruit qui rendait la captation des dialogues presque impossible. Donc la plupart de ces séquences-là ont dû être redoublées. Et en fait, ça c'était sur Star Trek 1. Et sur Star Trek 2. Et sur Star Trek 2, la colère de Khan, ils ont inventé un nouveau système qui est cette fois-ci avec un écran cathodique, plutôt silencieux, mais qu'ils avaient réussi à synchroniser avec la cadence de la caméra, c'est-à-dire 24 frames par seconde. Et c'est un système donc silencieux d'affichage qui passait super bien à l'écran, qui est devenu ensuite un standard à Hollywood jusqu'à l'apparition de technologies plus récentes. Donc c'est de la science-fiction même dans la vraie vie. C'était une source d'innovation, ouais. C'est ce qui me marque quand ils sont sur la passerelle de commandement avec les pilotes, enfin tous, je sais pas exactement ce qu'ils font. L'équipage tout simplement. Quand ils appuient sur les boutons, ils appuient sur des boutons toujours au pif. Oui. J'adore ça, c'est très très kitsch. Dans la série, c'est encore plus flagrant, et dans ce film un petit peu. Pour le coup, c'est un truc que Star Wars réussit à éviter parce que on a aussi une forme de passerelle, alors non pas sur le Faucon Millenium, mais sur les vaisseaux de l'Empereur et surtout sur le vaisseau de Vader, où il est sur cette espèce de petit pont qui passe avec, sur les côtés, on a les gens sur les ordinateurs. Des espèces de travées dans le sol. T'as l'impression qu'ils sont vraiment convaincus de ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font. Oui. Et on a un vaisseau qui approche, laissez-le passer. Oui. Je sens sa présence à bord. Et pour le coup, je trouve que c'est mieux pensé dans l'épisode, enfin dans Star Wars, et aussi parce qu'on s'attarde pas sur eux, parce que c'est des personnages qui sont dans le fond, tu vois. Que là, c'est vraiment le personnage principal de cette scène, et il doit appuyer sur toute cette combinaison de boutons pour faire, on sait pas ce qu'il fait, mais il le fait. Je sais pas dans quel film c'est, enfin c'est soit dans Star Trek 1 ou 2, comme je les ai regardés à la suite, je sais pas, mais il y a une très courte séquence où Kirk, enfin le vaisseau va partir, en tout cas il y a un problème qui est en train de se déclarer, et Kirk, il active une sorte de système d'accrochage sur son siège. Il y a ces accoudoirs qui se rabattent sur ses cuisses comme pour le maintenir dans un roller coaster. Ça, je sais plus dans quel film c'est. Ça va être le 2, parce que dans le 1... Mais ça, c'est une réaction en fait au fait que les fans faisaient souvent le commentaire de ce serait bien d'inventer quand même des ceintures de sécurité sur le pont sur la passerelle, parce que les gens passent leur temps à voler à droite à gauche. Dans la série, c'est que ça. Hein. Ouais. Et donc apparemment c'est pour faire une réponse à ça qu'ils ont inventé ce système d'accroche de sécurité du commandant. Avec le réalisateur qui était là, c'est bon, vous êtes content là, les ceintures de merde, allez. Non mais parce que effectivement dans la série originale, à chaque fois c'est shaky cam et tout le monde qui fait et justement il y a un petit peu une forme de parodie de ça dans l'ouverture, puisque c'est une scène d'entraînement où ils se font bombarder et où tous ils font, il y a une fausse explosion qui se déclenche, ils sont en mode oh non je meurs, et c'est un peu une réponse aussi à ça. Comme si tout ce qui s'était passé avant c'était un peu du chiquet et que maintenant on rentre dans les vrais c'est ça, c'était méta avant l'heure quoi. C'est ça exactement. Et donc, pour conclure cet épisode, effectivement, on a un Star Trek 2 qui commence véritablement la saga. On a un Star Wars 5 qui la continue. On a toujours un film de space fantasy, un film de vraie science-fiction assez dur, avec des thèmes très intéressants. D'ailleurs, c'est fou parce que la hard SF ne marche pas tant que ça au cinéma, à part quand on s'appelle Dune. C'est un peu dommage. Est-ce que Star Trek c'est vraiment de la hard SF? Est-ce que Dune c'est de la hard SF? Bah oui. Ça se questionne. C'est un autre débat. Ça sera un autre débat. Et c'est donc ainsi que se conclut ce 25e et dernier épisode de l'année, en tout cas, dernier épisode en vidéo, ça c'est sûr. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera très vite, de toute façon, pour reparler de cinéma, ça c'est sûr, sur YouTube. En vidéo peut-être, on va essayer. Des formats différents aussi, peut-être. Dans des formats différents, ça c'est prévu. Avant de terminer, je voulais quand même remercier tous ceux qui sont passés dans cette émission depuis le début. Dans l'ordre chronologique, on avait
Florent, qui est venu pas mal de fois, Lou, Anouche et Lucas, et évidemment Benjamin, merci beaucoup. Merci aussi à Alan Silvestri, qui est venu enregistrer, enfin il n'est pas venu. Il est passé dans l'émission. Il est passé dans l'émission. Merci à tous ceux qui ont été derrière la caméra, évidemment Moana Théa, qui est juste ici, et à Alan, Mathis et Ange, qui sont venus nous assister aussi avec ce bazar de caméra et de micro. Et en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver l'intégralité de la saga Star Trek sur Paramount+, l'intégralité de la saga Star Wars sur Disney+. Merci de votre fidélité. Et évidemment, ils sont en DVD et Blu-ray. Et bien évidemment, les 2 films sont disponibles en Blu-ray et DVD. Longue vie et prospérité. Salut à tous. Salut. Oh, ils l'ont enveloppé de carbonite. Comme ça, il sera bien protégé. Si jamais il survit au procédé de congélation. De la bière romulaise. Bon, vous savez que c'est illégal. Rassurez-vous, je ne l'utilise qu'à des fins médicales, évidemment. Je l'ai eu à bord d'un navire qui en apporte de temps à autre à travers la zone. Obi-Wan t'a bien formé. Tu sais contrôler ta peur. Maintenant, libère ta colère. J'ai reprogrammé la simulation pour que le sauvetage du navire soit possible. Il a triché. J'ai horreur de l'échec. Vous n'avez jamais affronté cette situation. Je ne crois pas à l'impossibilité de gagner. Bon, allez, maintenant tu t'en vas, mon petit, parce qu'on a du travail, hein. Pépé. Allez. Comme dans le jeu Les Visiteurs, là.